Chers amis, comme vous le voyez abondamment, hélas, nos institutions sont en panne. Et derrière la panne des institutions, il y a la panne du pays qui a besoin d'un État et d'un État qui marche et d'hommes d'État qui le servent. Et tout ça manque aujourd'hui très cruellement. Et il me semble que la période est propice, c'est ce que j'ai pensé en tous les cas, à poser dans toute sa crudité, peut-être sa cruauté, la question institutionnelle, la question de la République. Et je pense que très certainement un grand concours de Français, comme on dit, auront à cœur avec nous, avec le nouveau conservateur, avec TV Liberté, de repenser très profondément à l'équilibre qui manque tant dans nos institutions, dans l'État, et donc dans la nation et dans la civilisation dont nous avons la charge de la pérennité. Merci, et voici la première des deux conversations que nous avons enregistrées ici même avec Monseigneur le Comte de Paris. Monseigneur, c'est pas simplement un plaisir, c'est un grand honneur de vous recevoir ici pour TV Liberté. Merci beaucoup d'avoir accepté ces conversations très informelles. Vous les avez voulues telles, elles seront informelles. Je vous appelle comme tout le monde Monseigneur, j'aurais pu vous appeler mon colonel. Si, oui. Car, je suis parrain du 4e chasseur et donc à ce titre colonel dans la réserve citoyenne pour faire le lien entre le régiment et le grand public. Ça n'est pas sans intérêt votre intérêt pour l'armée et le fait que vous parrainiez un régiment a certainement un sens, non? Oui, c'est un peu traditionnel chez nous, les Orléans. Il y a toujours eu un engagement fort au service du pays et un engagement qui s'est traduit par quelques années passées au sein de l'armée. J'ai moi-même fait mon service militaire parce que ça existait encore. Oui. Et puis mon père a été militaire, mon grand-père s'est engagé dans la Légion au moment de la débâcle. Je crois qu'un de vos oncles est voilà, mon oncle François. Voilà, mon oncle François est mort en Algérie. Mon frère Eudes était aussi fait partie de son service militaire. Mon oncle Jacques. Donc voilà, ça fait partie de nos gènes. Oui. Et puis on a quelques parrains. Ma sœur Marie est la marraine du 7e BCA, où a servi mon oncle François. Donc, et après tout, les rois de France ont d'abord été le chef des armées. Et oui, ils combattaient au milieu de leurs troupes. Et voilà, l'exemple d'Henri IV et son panache blanc font partie de cette tradition. C'est un peu passé. Enfin, c'est un peu passé, mais ça a un sens. Ça a du sens. Il faut que le prince soit au milieu de ces sujets et pas en Espagne ou ailleurs. Et il combat. Mais je vois ce que vous voulez dire en parlant d'Espagne. Alors, écoutez, je vais commencer par des questions qui sont réglées, qui sont peut-être dans l'esprit de certains de ceux qui vous écoutent, Monseigneur. Vous êtes prétendant au trône de France, chef de la maison d'Orléans, donc chef de la maison de France, depuis la mort de votre père, Henri, le 21 janvier. La date a été remarquée par beaucoup, a ému beaucoup de gens. Le 21 janvier 2019, je l'ai apprise, sa disparition, comme beaucoup, pendant la messe qui est donnée chaque année, d'abord dans beaucoup d'églises de France, et notamment à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et en sortant de cette messe, nous avons appris, il devait y aller, mais il a été pris d'un malaise et il n'y a pas survécu dans la matinée du 21. Et ce jour-là, vous êtes devenu donc chef de la Maison de France. Et pendant les années qui ont suivi, vous êtes attaché à dissiper bien des équivoques. Alors, c'est une chose sur laquelle nous ne reviendrons pas. La querelle dynastique est réglée, je crois que maintenant, pour tout un chacun, vous êtes le chef de la Maison de France. Ce que pensait d'ailleurs le général de Gaulle, on y reviendra peut-être, en formant quelques projets pour votre grand-père, Henri. On dit beaucoup qu'il avait souhaité qu'il lui succédât. Nous reviendrons sur cet épisode qui, je crois, est assez important. Autour de la célébration du millénaire capétien en 1987, il y a eu quelques discordes, vous étiez bien jeune,
vous aviez une vingtaine d'années, mais je crois qu'elles se sont apaisées. Et tout autre prétendant, je crois qu'il y en a un qui prétend descendre d'un certain Neudorf, qui aurait échappé à la prison du Temple et aurait eu une succession. Je crois que cette prétention est écartée, ainsi que celle de princes espagnols, qui sont écartés de toute façon par le traité d'Utrecht et par le fait que votre aïeul Louis-Philippe ait été le dernier roi régnant En France, oui. en France jusqu'en 1848. Oui. Et puis aussi bien, le comte de Chambord est mort sans descendance. Donc cette question-là est réglée. Nous y reviendrons si vous le voulez. Mais j'aime autant qu'on parle du présent et de l'avenir, car vous avez beaucoup de choses à dire. On le sait quand on suit vos publications, votre site. Ça aussi, nous y reviendrons. Et sont réglées aussi, et je crois que ça a été une affaire plus longue, des discordes familiales qui, je dois dire, ont beaucoup contrarié, je les ai un peu suivis, comme beaucoup de gens, votre jeunesse. Tout cela est tout à fait réglé. Mais bon, je dirais que c'était un peu, avec une famille aussi grande que la nôtre, C'était inévitable. c'était un peu inévitable. Et puis quand on regarde l'histoire passée aussi de la monarchie, on voit qu'il y a eu des périodes un peu plus compliquées où, par exemple, entre Charles VII et Louis XI, Et oui, la guerre. ça se passait pas très bien. Entre Gaston et son frère voilà, Louis Louis XIII. XIII et Gaston d'Orléans, ça se passait pas trop bien non plus. Quoique, parfois, on a un peu des images d'Épinal sur cette période-là. Mais, et puis, le sortir de la guerre avec les différentes révolutions philosophiques, notamment les années 68, qui ont été quand même un tournant et un marqueur de l'évolution de notre société. Voilà, il y a eu... les familles royales ne sont pas à l'abri non plus d'être touchées par tout ça. Mais j'avoue qu'aujourd'hui... À l'étranger, c'est encore voilà, plus dramatique oui, pour les familles. Je dirais tout ça, tout ça a été une période qui est maintenant qui est à peu près clos. Il y a encore quelques dissensions sur quelques princes peut-être qui parfois prennent des directions qui ne sont pas forcément comment dire, représentatives de ce qu'ils sont. Mais bon, ça reste à la marge. Je pense que l'essentiel des choses ont été réglées, comme a été réglée la question avec la Fondation Saint-Louis. Donc voilà, là, on a posé les bases, il faut Alors, construire. La Fondation Saint-Louis, on peut en dire et avancer là-dessus. On peut en dire quelque chose tout de même. C'est une partie du patrimoine de la Maison d'Orléans a été confiée à une fondation par votre grand-père. Cette fondation a plusieurs monuments de prestige à Dreux, qui est un peu, c'est d'abord la nécropole de votre famille. On lit par exemple les obsèques de feu votre père, Henri. Il y a aussi en bois, je crois qu'il y a d'autres éléments patrimoniaux ici ou là. Et la question était de savoir comment ces patrimoines étaient gérés. Et je crois que le nouveau président de la Fondation Saint-Louis, Frédéric Baleine du Laurence, a réglé beaucoup de questions. Non ? Oui, et puis on a disposé à votre avantage. Et puis je dirais que il y a eu un certain nombre d'années où finalement il n'y avait pas de contact et tout le monde restait un peu sur ses positions. Ça, ouais. Et je pense qu'on a trouvé une bonne façon d'avancer ensemble et de valoriser ce patrimoine à la fois aux yeux voilà, comment dire, avec ce qu'il a, et puis ensuite par rapport au public, parce que c'est ça aussi la question. On parle beaucoup de médiation, donc c'est un peu ça le patrimoine, et un peu médiateur pour le public de connaître son histoire, et parfois son histoire générale, et aussi particulière, la dynastie, et l'histoire de la dynastie capétienne. Il vous a fallu régler pas mal de questions comme ça. Oui, mais la vie est comme ça. La vie, il faut régler les questions. Oui, mais vous n'avez pas été avant vous, monseigneur. Non, il faut régler, oui, mais il faut régler les choses. C'est très bien. Et en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un... Je suis obligé de me battre par nature, mais si je pouvais éviter, j'éviterais. Donc... parfois, la diplomatie est toujours un bon moyen de régler on en parlera peut-être tout à l'heure sur la question de la guerre en Ukraine. Mais je pense que la diplomatie est souvent le bon moyen pour régler les conflits.
Et bien sûr, on est obligé à chaque fois de laisser une partie de ce à quoi on aspirait. Enfin, vous avez un peu gagné sur toute la ligne. Non, je crois que c'est une victoire commune, voilà, pour le bien pour le bien de la structure et de ce patrimoine qui est quand même assez exceptionnel. Vous nous disiez qu'avant de venir à Paris, où vous ne venez pas très souvent, il faut dire, vos partisans souhaiteraient vous y voir un peu plus souvent, mais je parle pour moi en réalité. Vous étiez à Amboise il y a quelques jours, après vous êtes allé à Dreux, avant de venir à Paris, mais vous vivez dans le Midi, du côté de Carcassonne. Oui, oui. Et je dois dire que vous avez l'ensemble du paysage français. Oui, je suis plutôt un prince de la terre. Je suis plutôt un prince de la campagne. De la campagne. Oui, un prince de la campagne. Il y a les princes des villes et les princes des campagnes. Moi, je suis plutôt de la campagne. Mais voilà, de par les voyages que j'ai faits, et puis j'ai habité longtemps Paris, mais j'avoue que ma grande satisfaction, c'est de ne pas rentrer le dimanche soir à Paris et d'être pris dans les embouteillages qui n'en finissent pas, ou le lundi matin. D'ailleurs, Paris se dépeuple un peu. Voilà. Et puis la région dans laquelle nous sommes est assez dynamique. Elle est à la fois agricole. Toulouse est juste à côté, donc il y a une cité industrielle performante, estudiantine aussi, sportive, hein, quelques grands champions, dont Léon Marchand, sont toulousains. Mais Toulouse brille beaucoup. Donc c'est une structure, c'est une ville qui est vraiment très, très intéressante, dont je connais bien le maire depuis de nombreuses années. Je crois qu'il a assisté à votre mariage. Absolument, absolument. Et voilà, donc c'est une bonne, et puis on n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de la montagne. Il y a les régiments qui sont tout autour, il y a la Légion, il y a les parachutistes à Castres, à Pamiers. Tout ce qu'il faut pour faire un coup d'État, c'est parfait. Bon, c'est pas pour ça que nous sommes là-bas. C'est pas pour ça que nous sommes là-bas. Plaisanterie passagère. Justement, vous nous avez apporté parmi les bon, on montrera à la caméra, les objets que vous nous avez apportés, on va les voir les uns après les autres. Il y a un livre qui s'appelle La Bille-Beau je cherche le nom. Vincenot. Excusez-moi. Ça, c'est un signe de votre attachement à la terre. Oui, en fait, c'est un peu les recettes de grand-mère. Mais on est comme ça, nous, Français. On est attachés à nos terroirs. Et quand on va dans les différentes régions, il y a une diversité des terroirs, une diversité des paysages. Et je trouve que c'est tout à fait étonnant. Alors dans ce livre, on a quelque chose d'autre un peu qui est c'est un peu la modernité qui arrive et qui bouscule un peu tout. Mais ça c'est à toutes les époques. Et de la capacité... Spécialement la nôtre. Hein. Voilà, et de la capacité de s'y adapter ou de ne pas suivre le chant des sirènes et de garder un peu la tête froide et de rester dans la bonne direction et de ne pas, comme dans une ascension, de ne pas prendre un chemin où on risque de se casser la figure. Un de vos prédécesseurs dans nos conversations, François Martin, disait que la France reposait sur la France traditionnelle. La France s'est construite au fil des siècles sur 3 piliers. Alors il citait Dieu et le roi, la chrétienté et la monarchie héréditaire, et il ajoutait et la paysannerie. Oui. C'est la troisième. Oui, parce que c'est de la terre, de la civilisation française. Voilà, c'est de la terre qu'on tire ce qu'on est, quoi. Qu'on tire notre nourriture, à partir de laquelle on construit nos maisons. Et, enfin, voilà, c'est toute la richesse d'un pays comme le nôtre. En fait, c'est le deuxième livre que j'ai amené, le Magellan de Stefan Zweig. Et on s'aperçoit que quand on voyage beaucoup, et quand on a habité à l'étranger, etc., quand on revient, on s'aperçoit que finalement, elle nous marque, cette terre. Et on y est encore plus attaché, tout en ayant vu ailleurs ce qui pouvait se faire de bien et ce qui pourrait être produit
ou aménagé pour faire évoluer notre pays. Heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage. Oui, je pense que c'est... oui. Oui, Brassens, c'est... Et aussi Brassens. et Brassens est un bon, comment dire, un chantre de notre spécificité, de notre caractère, de notre... Et je pense que placé comme vous êtes, dans un milieu très rural, vous connaissez et vous êtes sensible à la question agricole et Oui, à l'épouvantable oui. sort réservé à Oui, nos oui. paysans, qui sont plus que 400 000 après avoir été des millions et des millions. Ça devient de plus en plus dur. C'est vraiment un métier qui devient de plus en plus difficile. Et pourtant, c'est intéressant parce que c'est un environnement très solidaire, en fait, qui favorise la solidarité. C'est un environnement qui permet les circuits courts, puisqu'on va chez l'éleveur pour avoir ses œufs. Oui, on a même de la montagne noire, il y a un éleveur de bovins qui descend pour sa viande, etc. Et ça va directement de l'éleveur au consommateur. Et puis on a des amis qui sont agriculteurs, et elle a monté une petite structure qui a commencé par vendre ses produits, et puis vend les produits de la région, mais de ceux qui ne peuvent pas passer par les ringistes locaux, etc. Oui. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis quand il y a une difficulté, on peut s'entraider, etc. Mais ça devient extrêmement difficile. On est perdu dans la paperasserie, on est perdu dans les contrôles, on est perdu dans les normes, dans les règles, et en fait, on devrait revenir à un de ces principes que j'évoquais dans ce que j'appelle le gouvernement ou le management capétien, qui est le fait d'avoir quelques règles simples, voilà. Et quand ces règles-là ne sont pas respectées, voilà, on applique une sanction forte. La République est un peu perdue dans les paperasses, oui. Dans ses lourdeurs. En fait, il y a énormément de règles. Contemporain. Il y a énormément de règles, et quand il y en a qui les enfreignent, ils ne sont pas... voilà, il n'y a pas de... Il faut sans cesse faire plus de réglementation pour éviter les infractions. Et non pas... Et on va traiter les cas particuliers, c'est-à-dire qu'il va y avoir une règle pour chaque cas particulier. Au lieu de traiter l'ensemble et d'avoir une règle pour l'ensemble, et ensuite de faire confiance, et puis pour celui qui transgresse, il y a une sanction. Nous avons cité tout à l'heure un prénom qui est venu dans notre conversation, qui est le prénom de Gaston, frère de Louis XIII. Et c'est aussi le prénom que vous avez donné au premier de vos 6 enfants. Oui, de notre aîné. Qui a près de 15 ans maintenant. Oui, il va avoir 15 ans à la fin de l'année. Oui, en fait, c'est un prénom de caractère. Gaston, c'est Saint-Vaast. Saint-Vaast était à côté de Saint-Rémy pour le sacre de Clovis. Et il était connu pour chasser les loups. Je crois que son histoire est liée à ça. En fait, il y avait dans le nord une petite chapelle qui était infestée par les loups. Et il les a chassés de la... Voilà, J'espère que votre fils ne fera pas la même chose, parce qu'il aura des ennuis avec les Non, mais il a besoin... Voilà, alors, vous êtes un prince écologiste. Quand on vous dit, on va revenir sur les différentes façons de vous dire. Et en fait, pour revenir vous êtes très écologiste. Oui, juste pour faire la petite parenthèse, finir la parenthèse sur Gaston, en fait, le choix, c'est parce que de chaque côté, que ce soit de mon côté avec le grand-père de ma grand-mère, qui a épousé l'impératrice du Brésil, le comte II, ou que ce soit du côté de mon épouse, où il y a le grand-père de ma belle-mère, qui était aussi Gaston Mourad, un parcours assez intéressant, puisqu'il était officier sous François-Joseph. L'empereur lui a demandé de passer par les armes 2 de ses officiers qui avaient déserté. Il n'a pas voulu, et donc il s'est exilé auprès du Grand Turc. Et il est devenu l'ambassadeur du Grand Turc dans différents pays, notamment en Suède et ailleurs. Voilà, donc... Il faut dire que votre femme, Philomena, a deux ascendances très distinctes. Une très latine, Cuba, je crois. Et puis l'Espagne d'abord. Oui. L'Espagne et une partie basque. Autrichienne. Donc, ce qui donne un caractère fort. Et puis la partie autrichienne. Oui. La partie autrichienne qui est plus...
je dirais, qui est plus lié à l'environnement et au monde intellectuel viennois de la guerre et d'avant-guerre, avec les artistes comme Gütesloh, ou d'autres, oui, d'où Stefan Zweig. Et donc, voilà, c'est un mélange doux-amer. 6 enfants, alors Gaston l'aîné, près de 15 ans, et Antoinette ensuite qui arrive. voilà. Il y a à peu près, ça se suit à 2 ans d'intervalle. Donc Antoinette qui a 12 ans, Louise Marguerite 10 ans, Joseph 8 ans, Jacinthe qui va avoir 6 ans, et puis Alphonse qui arrive un peu en retard, mais voilà, et qui a 8 mois, je crois, maintenant. Je suis content de vous entendre dire le prénom de vos enfants, parce que je sais que vous attachez une grande importance à votre famille. Oui. Vous êtes un père très présent, je l'ai vu d'ailleurs. J'essaie de vous voir, de m'en rendre compte. Et la famille compte beaucoup pour vous, quelle que soit l'importance de cette famille. Évidemment, la vôtre est toute particulière. Mais je sais que, d'abord, chrétien comme vous attachez beaucoup d'importance à la famille, et vous êtes un militant, on peut dire, de la famille, ou du respect. Oui, je mets un peu en pratique, c'est une application du principe des talents aussi. C'est qu'il faut faire fructifier un peu ce qu'on a reçu. Voilà, et puis je trouve que c'est une aventure aujourd'hui d'avoir des enfants. Ah, je sais bien. C'est une aventure. Mais voilà, c'est joyeux, ça donne une bonne atmosphère familiale, et puis des caractères, et puis on apprend à avancer avec ces caractères-là. Puis ça a toujours été un peu le cas, l'environnement familial des deux côtés, 11 chez mon père, 7 chez ma maman, donc oui, ça fait des grandes familles, et je trouve que c'est vraiment... je ne sais pas si vous connaissez, c'était un groupe des années 80 qui s'appelait les Négresses Vertes. Et puis il y a une chanson, famille nombreuse, famille heureuse. Ça fait du bien quand on est frères et sœurs. Voilà. Oh. C'était un groupe folklorique, mais qui a fait quelques tubes. Et donc voilà, c'est amusant comme chanson. Alors justement, Monseigneur, vous nous avez apporté un objet qui m'a un peu intrigué, que je montre à la caméra, mais on la verra mieux au montage. Je vous le donne pour que vous nous le décriviez. Oui, alors c'est un peu un outil de propagande. Ah bon, la propagande. Non, mais voilà, c'est des outils de communication. Quand mes parents se sont mariés, il y avait un certain nombre de choses qui ont été faites et probablement offertes aussi aux invités. Et donc, il y a les 2 armes, les armes de ma mère et les armes de mon père, qui sont surmontées d'une corolle delphinale, voilà, et qui évoquent leur mariage, parce que sans eux, en fait, je serais pas là. Donc, et puis ça fait référence aussi à l'histoire de mes parents, qui descendent tous les 2 de Louis-Philippe, l'un par Ferdinand, et puis l'autre par Marie. En passant par la maison de Württemberg. Absolument, la maison de Württemberg, et puis un apport aussi Habsbourg par les branches italiennes. Bon. Et votre mère vit à Paris, est toujours de ce monde. Voilà, on a fêté ses 90 ans il y a quelques semaines en Autriche. On était tous autour d'elle, dans un petit village de la Wachau, donc cette partie du Danube qui coule entre les montagnes, qui coule, oui c'est ça, à la base des montagnes entre, je crois, Krems d'un côté, et puis de l'autre côté, Melk, avec cette fameuse, abbaye bénédictine. Et c'est un endroit charmant. Et dans ce petit village de Dürnstein était emprisonné Richard Cœur de Lion. Et donc, en revenant des campagnes en revenant de ces campagnes et des croisades, il a été attrapé par l'empereur d'Autriche, mis en prison. On a demandé à l'Angleterre de nombreuses rançons sans jamais le libérer. Donc ils ont envoyé un troubadour qui a fait le tour de l'Europe et qui chantait une chanson spéciale que le roi a reconnue
Et il a répondu, et donc on a su comme ça qu'il était enfermé dans cette forteresse. Et il a appelé au secours, en somme, Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, mais de façon Il a reconnu très, oui, très discrète. subtile. Ah, mais c'est presque un conte de fées. Voilà. C'est magnifique. Je veux dire, vous avez évidemment, vous avez une famille impressionnante. Je me souviens, j'étais très impressionné aux obsèques de Feu le comte de Paris, votre Oui. père, en janvier 2019, à Dreux, par l'immensité de votre famille, Oui. vos oncles, et évidemment une parentèle européenne très, très Très large. large. Je voyais le moment où on ne pourrait pas entrer tous. Évidemment, moi, je n'ai pas tellement de raison d'être là. Mais enfin, je connaissais votre père. Et je ne sais pas comment vous y retrouvez, pour parler simplement, parce que la moitié des pays d'Europe étaient représentés. Était là. Oui, c'est vrai. Alors la difficulté de s'y retrouver, après, on potasse un peu les choses avant. Et normalement, on devrait savoir ça par cœur. Bon, parfois, on a des petits trous. Donc, on essaie de combler ça en allant travailler ça un peu avant. Mais c'est vrai qu'il y avait du monde entre la famille directe, entre nos cousins royaux des différents autres pays, Espagne, Portugal, Autriche et autres. Et puis il y avait les chefs de famille, les représentants des monarchies avec lesquels nous avons des liens, et que ce soit la génération de mes parents ou la nôtre. Et puis les monarchies musulmanes qui étaient représentées en nombre. La famille entre de Maroc, le Maroc avait une représentation l'Égypte, importante. les Égyptiens étaient là, les Égyptiens et Afghanistan, puisque l'héritier... Et puis l'Iran. Donc ça faisait... il manquait que la Jordanie, mais bon, on a peu de liens avec ces princes-là. Ce qui m'avait frappé aussi ce jour-là, c'est le grand concours d'habitants de Dreux, qui étaient venus sur le chemin où progressait le cercueil de votre père. Vraiment, j'ai l'impression que l'idée royale garde une grande popularité. Et j'ai eu cette impression encore récemment, je le disais lors de notre précédente conversation, parce que vous avez précédé ici au début du mois de septembre Hilaire de Crémier, qui est, comme vous le savez, président d'honneur de l'Action française, et qui m'avait invité à ces journées, son camp Maxime Réal de Sarthe cette année. Il y avait des centaines et des centaines de gens, j'en ai témoigné en le recevant, de jeunes, de familles, vraiment une moyenne d'âge très basse, enfin très jeune. Vous parliez de mai 68 tout à l'heure, évidemment il y a eu un creux, mais il y a une espèce de reprise. De reprise, absolument. Et on le voit de dans l'Action française en particulier, mais pas simplement de l'affection qui vous est manifestée. Pas que, parce que même les gens qui réfléchissent se disent quand même, quand on regarde certaines monarchies, bien sûr, la monarchie ne résout pas tous les problèmes, mais elle donne un cadre déjà plus, je trouve, plus serein. Pourquoi plus serein ? D'abord parce qu'elle s'inscrit dans le long terme. Ensuite, on a des figures qui sont représentatives de la nation, de façon générale, par l'histoire ou par la façon dont elles ont été associées à l'histoire de leur pays. L'engagement aussi, on parlait de l'engagement militaire tout à l'heure, mais l'engagement militaire en fait partie. Et puis, voilà. Et puis elles sont souples. Elles sont à la fois souples, elles sont une marque d'autorité et de justice qui est absolument nécessaire pour qu'une société fonctionne bien. Elles sont les garantes des libertés. Et puis ce qui est intéressant, c'est comme il y a un aspect de la religion qui rentre en ligne de compte, il y a une conscience. Et donc il y a un corps de principes au-dessus qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas faire n'importe quoi. D'abord, elles ne peuvent pas et elles ne le font pas. Donc il y a toujours une limite. Ça dépend. Voilà. Mais en général, quand on voit les monarchies aujourd'hui, c'est plutôt des éléments de modération dans les pays dans lesquels elles sont implantées. Ah oui. Il y a des pays entiers, comme la Belgique par exemple, qui tient par son roi. Ça. Et puis on a vu comment le roi Albert II a
a réussi à garder l'unité, enfin, le fonctionnement du pays pendant quasiment 2 ans. Sans gouvernement. Voilà, sans gouvernement, mais parce que voilà, tout le monde se retrouve dans le roi, et puis c'est une personnalité sage et compétente, etc., et qui s'est aussi révélée dans l'exercice de sa fonction. Et en France, pour revenir à ce que vous posiez au début, chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 5 ans, on fait un petit sondage général, et on s'aperçoit que on tourne toujours à peu près autour de 20%, ce qui correspond à peu près au score de quelqu'un qui se présente à une élection dans les 2 premiers candidats. Oui. Donc, on n'est pas sûr que le président de la République y arrive, d'ailleurs. Non, mais je crois qu'il y a 20%, des sondages qui sont même un peu plus élevés. Voilà, l'idée royale. Oui, peut-être, parfois plus élevés, mais au moins on est toujours autour de 20%. Et après, il y a peut-être des choses à faire évoluer. Mais voilà, je pense que moi, de toute façon, à chaque fois que j'évoque les questions françaises et les différents sujets sociétaux, je termine toujours par la question royale, parce que de mon point de vue, ça serait un apport, si les choses sont bien calées constitutionnellement, un apport pour avancer et faire avancer un certain nombre d'actions particulières au service de notre pays. Vous citiez votre lointain cousin de Belgique, Albert II. Il y a aussi l'exemple tellement frappant du roi d'Espagne, Juan Carlos en tous les cas, qui en réalité, et ça les Français ne le comprennent pas, a permis la démocratie. Absolument. L'Espagne est devenue démocratique après la mort de Franco, mais on a vu que c'était grâce au roi que la démocratie était rétablie. C'est très, très pédagogique comme situation. Et ce qui est intéressant, justement, et ça revient à la question de la conscience et de ce corps de principes qui sont au-dessus du roi. Le roi n'est pas le dernier de la hiérarchie. Et donc, ça fait que, il y a toujours une limite au-delà de laquelle on ne va pas. Oui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. Je veux dire, il est dans la situation dans laquelle se trouve notre pays. On va y revenir en abordant la question institutionnelle. Mais enfin, notre conversation est très libre et j'aurais voulu tout de même que, en revenant à votre famille, à votre père, votre mère, vous nous parliez de votre vie, de votre enfance, des études que vous avez faites. Les Français ne vous connaissent pas assez. Voilà, là, il y a pas mal de choses à évoquer. J'aimerais que les Français vous connaissent davantage. Donc, on va prendre plutôt les grandes périodes, la période de l'enfance, et ensuite la période peut-être des études et du travail, et puis enfin la période postérieure à cela. Donc la période de l'enfance, il y a une période parisienne, et puis ensuite il y a une période où nous sommes en Haute-Savoie. Donc ça, c'est les années 70, début des années 70. Donc mon père a une situation au Crédit Lyonnais à Genève. Et donc on est dans cette partie-là de la Haute-Savoie, à côté d'Annemasse, un petit village, Corly, et petit village annexe où on va à l'école. Vous savez, ces écoles où on avait la mairie au milieu, et puis d'un côté, vous aviez le CP-CE1, c'est ça. Ensuite, il y avait le CE2, CM1 de l'autre côté, et puis le CM2 était dans une autre structure. Et l'église pas loin. Et l'église pas loin. Ben, c'était des petits villages, hein. Il y avait quoi, 200 habitants. Près de la frontière. Voilà, 200 habitants, oui, tout à côté. Voilà. Tout à côté, quand mon père, quand on allait à Genève et qu'il revenait, ben, il aimait bien la vitesse, il avait toujours la dernière BMW qu'il fallait. Et donc il y avait 1 kilomètre entre la frontière et la sortie. Et donc, je me souviens qu'il essayait de pousser sa voiture au maximum. En plus, ce n'est pas une voiture française, je suis désolé d'apprendre ça.
Votre père était plutôt artiste, on peut dire. Oui, mais il aimait bien la C'était vitesse. un peintre, un bon père. Oui, on peut être Il aimait bien la artiste, il vitesse. aimait la vitesse. Mais il aimait la peinture. Oui, il a peintures beaucoup peint. Oui, on a une collection de ses peintures. Après, il faut savoir un peu ce qu'on fait, hein, ce qu'on peut en faire, mais je pense qu'on trouvera une solution pour qu'on puisse les voir dans un lieu particulier. Faire une exposition, par exemple. Oui. Mais en fait, c'était une belle période. C'était une belle période. On habitait à côté d'une ferme laitière où voilà, on allait traire les vaches tous les jours. Et là, jusqu'à quelle étape de vos études? Jusqu'à la sixième, là, c'est la sixième. Ensuite, c'est les frères des écoles chrétiennes à Passy-Buzinval. Ils avaient une maison à côté de la Clusaz, où on allait skier régulièrement le mercredi ou le week-end. Et donc, ça a permis de faire le lien. Et puis, ma mère est rentrée à Paris, parce que c'est la période où mon père est parti. Donc, ma mère est rentrée à Paris et a commencé à travailler. Et donc, nous étions pensionnaires à Passy-Buzinval. Passy-Buzinval d'abord, et puis les jésuites ensuite à Reims. Nous, vous dites votre frère Eudes. Oui. Qui a suivi, en fait, on a toujours été et votre sœur en lien. Et ma sœur Marie, elle avait déjà passé le bac. Elle était aussi à Paris, mais elle faisait l'école d'interprétariat l'ISIT. Ah oui. Voilà, parce que elle, ça a été un peu sa fameuse école. Sa matière, oui, ça a été sa matière. Et puis, donc, voilà, moi j'ai passé mon bac à Reims. J'ai fait de longues études. J'ai commencé par la philosophie, ensuite le droit, et puis ensuite l'économie. Et l'IFP, il faut le dire. Voilà, l'IPC. C'est comme ça que vous avez rencontré Jean-Frédéric Poisson. Absolument. On dirigeait justement la revue, à un moment donné, la revue étudiantine qui s'appelait Saint-Potin. Voilà. La revue? La revue étudiantine. Elle s'appelait Saint-Potin? Potin pour le potin et Saint-Potin parce que c'était... Et on avait beaucoup de discussions très drôles. Le nouveau conservateur. On avait des discussions très amusantes avec Jean-Frédéric. Et en même temps la Sorbonne, parce qu'à l'époque, il fallait passer les examens de la Sorbonne. Francis Joubert aussi était à l'IFP. Oui, il y avait Francis Joubert. Vous savez, ce sont des gens qui voilà, c'était les frères Clément de la revue. Les frères Clément, donc il y avait Marcel Clément qui dirigeait l'Homme Nouveau et André, son frère, qui dirigeait l'IPC. Et donc j'ai fait... de philosophie comparée. Absolument. Là, c'est votre période philosophique. D'apprentissage philosophique. Ouais. Et c'était intéressant parce que dans les 3 orientations, en fait, j'avais eu des discussions très animées avec mes grands-parents. Mon grand-père pensait qu'il fallait que je sois dans la réalité, il avait raison. Et donc, il me disait qu'il fallait faire de l'économie. Ma grand-mère avait des idées toutes conçues, qu'il fallait faire telle ou telle chose. Elle me disait, pour moi, c'est le droit. Donc, quand j'ai dit que j'allais commencer par faire ce que j'avais envie de faire, après, je ferais ce que... Ça a été un peu le sujet d'échanges un peu animés. Mais bon, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai fait du droit à la faculté libre d'économie et de droit à Paris. Et ensuite, je fais mon service militaire. Et je suis parti faire un master en économie en Californie. Oui, une période américaine. Voilà, une période où j'avais besoin de vivre un peu mon destin. Oui, et puis un peu seul. Voilà, loin la solitude. Loin de la pression familiale. Mais c'était une belle expérience parce que j'ai toujours eu le goût de partir à l'étranger, de voyager. On a évoqué ça rapidement tout à l'heure. Mais voilà, puis c'est dans la tradition familiale, hein, les princes voyageurs. Quand on regarde les enfants de Louis-Philippe, c'est extraordinaire. Et puis ça forme l'intelligence, ça forme la jeunesse. C'est indispensable. Voilà. Et puis c'est une période de formation qui est vraiment complémentaire entre la philosophie et le droit. L'un, c'est un peu, si on prend un exemple, c'est un peu comme une commode. La philosophie, ça donne la structure, belle structure de la commode. Et puis ensuite, le droit, c'est les tiroirs dans lesquels on range les affaires. Voilà. Il y a un philosophe qui vous a particulièrement marqué? Moi, j'ai beaucoup travaillé à Aristote et saint-Thomas. Voilà. C'est la tradition. Oui, j'ai beaucoup travaillé à Aristote et saint-Thomas. Qui est très dans les gènes des frères Clément. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qu'on appelle la philosophie réaliste, c'est-à-dire la philosophie qui reste attachée au réel et pas
et pas des élucubrations de l'esprit, bien qu'il a fallu étudier tout ça aussi. Prolongé d'ailleurs par la papauté et par ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église, qui est directement inspirée, enfin qui s'inscrit dans la filière. Et les penseurs chrétiens, et puis les penseurs chrétiens, par exemple notre ami Gérard Leclerc, qui est que j'aime beaucoup et qui est très précis dans ce qu'il écrit. Donc voilà, et puis il y a quelques autres auteurs. Mais après, c'est plutôt des auteurs qui parlent de sujets particuliers, moins philosophiques, mais voilà, où il y a toujours une certaine profondeur. Alors, passons sur différentes étapes de votre vie, vous avez collaboré assez haut niveau des présidents de banques, je pense par exemple à nos amis communs, Steve Gentilly, mais une bonne partie de vos activités, puisque nous en parlions, restons là-dessus, est consacrée à des voyages. Mon grand-père avait il y a une phrase qu'il a toujours dite, plus on me vendait les choses, plus j'apprenais les choses par cœur, et plus on me vendait les choses, plus j'avais envie d'aller sur le terrain pour voir les choses par moi-même. Et donc ça a marqué, comme j'étais assez proche de lui, entre mes 22 ans et la fin de mes études, on a une proximité assez forte. Vous aimez beaucoup. Voilà, on avait de bons échanges. Alors, Hilaire de Crémier, je reviens à lui, m'a raconté vos voyages en France. Voilà, et donc très organisé, un peu préparé. Oui. Et alors, l'accueil est toujours émouvant. Je pars d'un exemple à Lille. Vous allez faire un voyage à Lille, vous rencontrez ce que De Gaulle appelait les notables et les notoires, et notamment Pierre Mauroy. Oui. Et Pierre Mauroy vous reçoit avec une chaleur qu'on aurait pu ne pas attendre de la part d'un cacique socialiste. D'ailleurs, il est mort peu de temps après. En fait, dans ces déplacements, on n'a jamais voulu chercher à imposer un point de vue ou à nous imposer en disant voilà, je suis le comte de Paris, vous devez me recevoir. On a toujours pris les choses avec beaucoup d'humilité. Ça, c'était la première façon d'aborder la démarche. La deuxième façon, c'était d'avoir un panorama au plus complet possible de ce qui se fait dans la région ou dans la partie de la région qui est visitée. Que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les sportifs, que ce soit l'aspect religieux, l'aspect associatif, les familles, l'aspect politique proprement dit. Donc il y avait vraiment on voyait toutes les facettes. Je voyais toutes les facettes. Je visitais des fermes, on mettait les bottes et. Ça, c'est pas des fins de semaine, ça, c'est des voyages. Ça faisait 3 jours. Non, en général, c'était 3 jours. Oui. Ça va assez vite, et on peut voir pas mal de choses. Et on organisait en général 60% du déplacement, et il y avait toujours des choses qui se greffaient au dernier moment. Donc il fallait garder toujours un peu d'espace pour ces rendez-vous au dernier moment. Et en fait, je crois qu'aucun homme politique n'a fait ce que j'ai fait pendant 6 ans. Ça a duré 10 ans. Je faisais quasiment un voyage par mois en France. Vous avez visité toutes les régions. Voilà, et à peu près toutes les régions. Il y en a une qui manque, monseigneur. Je crois, l'Alsace. Je ne sais pas pourquoi. Alors l'Alsace, a été reporté. Voilà, on n'a pas été. Non, on est resté. On a fait la Lorraine, mais on n'est pas allé en Alsace. Mais je m'arrête régulièrement à Strasbourg. Parce que j'ai un bon ami qui dirige une structure qui fait du lobbying auprès des communautés européennes. Et donc, voilà, ça m'intéresse un peu d'avoir son point de vue. Mais voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes dans une région, tout le monde veut vous voir. On apprend que vous êtes là. C'est ça. Et enfin, on ne pourrait pas s'y attendre, parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes tous les jours au journal de TF1, ou d'Antenne 2, enfin, bien, bref, sur les devants de la scène. Mais pourtant, c'est votre nom, votre rang, le fait que vous soyez le chef de la Maison de France. Les gens apprenant que vous êtes dans le coin veulent vous voir. Oui, et puis le modèle un peu mis en place peut-être pour les rencontrer, puis pour être disponible, et puis pour échanger, pour prendre du temps. En fait, prendre du temps, je disais toujours à la suite de ces...
que les Français valent la peine qu'on se donne de la peine pour eux. Donc je pense que c'était un peu le leitmotiv. Et puis on partait, je crois, dans une année, 2 ou 3 voyages à l'étranger. Oui. Donc et puis j'ai continué ça après, mais plutôt dans le cadre de mes activités particulières. Par exemple, je fais partie d'un comité, d'un syndicat forestier où il y a un voyage à l'étranger tous les ans. On est parti en Chine comme ça, visiter un peu avoir une vision de la forêt chinoise, en allant à Pékin, en allant à Harbin pour voir la forêt sur place, en allant à Shanghai pour voir comment la forêt était transformée en meubles made in France, avec les chênes qui arrivaient de chez nous. Mais voilà, c'était... et puis la question militaire avec l'IHEDN, où j'étais à Djibouti. Voilà, j'étais à Djibouti, et donc on voit plein de... Voilà, je vois des choses que je ne voyais pas quand j'étais... Mais... Ou alors, par exemple, avec Monseigneur Ray, on est allé en 2015 préparer une petite délégation. L'évêque de Toulon, il faut dire. Et nous sommes allés en Syrie. Alors il y a un voyage très marquant en Liban aussi, je crois. Plusieurs. Vous êtes plusieurs. Ah oui, très marquant tout le temps. Le Liban, c'est un pays attachant. attachant. Vous êtes allé dans la Bekaa. Un pays attachant, oui. Oui, on avait visité. En fait, la plaine de la Bekaa, on avait... c'était un député modéré, un député chiite modéré qui avait accepté de nous recevoir dans la plaine de la Bekaa. Et il avait été mis à mort la veille de mon arrivée en pleine assemblée, parce qu'il avait des positions plutôt modérées, par un autre, je crois, par un gars du Hezbollah ou quelque chose comme ça. Et donc mon déplacement là-bas s'est fait sous haute surveillance. Et quand j'ai visité les ruines de Baalbek... Mis à mort, vous voulez dire menacé de mort? Oui, menacé de mort. Ah bon, menacé de mort. Et donc j'ai visité les ruines de Baalbek avec 4 gardes du corps qui ne me quittaient pas des yeux. C'était... oui. Je vis toujours dangereusement. Je peux témoigner que vous n'avez pas de garde du corps en France. Non, mais il faudra venir. Mais il y a eu des périodes comme ça, oui, compliquées. Hein. Il y a les voyages au Québec. Alors, vous souvenez-vous que c'est d'ailleurs cette occasion que j'avais fait votre connaissance, Monseigneur? Je crois que c'était 2005 ou 2008. Ah non, bien avant. Voilà, ça, c'est un second voyage. Voilà, le second voyage. Mais je pense au premier voyage, vous étiez très jeune. Avec mon grand-père. Avec votre grand-père en 87, en 1987, avril. À l'occasion du millénaire capétien. Et surtout des 250 ans de la Beauce québécoise. Et en plus de la Beauce québécoise. Vous étiez allé en Beauce avec un de mes amis, Louis Dussault, je cite son nom, je pense que vous en souvenez. Ah oui, j'aimais beaucoup Louis Dussault. Qui était québécois et monarchiste. Oui, c'est ça. Qui un jour me dit, mais toute l'histoire commune entre la France et le Québec est une histoire monarchiste. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont 4 fleurs de lys sur leur drapeau. Que faire? Et puis il y a l'île d'Orléans. Avec ses fraises qui sont extraordinaires. Des évocations de la royauté. Les Québécois sont des monarchistes. Et je lui avais dit, chiche, je vais tâcher d'obtenir que le comte de Paris, votre grand-père... Puis c'est Bernard Billot, je crois, qui avait organisé Bernard Billot et Philippe de Saint-Robert. Philippe de Saint-Robert, ça je me souviens de ça, oui. Qui étaient très proches de votre grand-père, l'un comme l'autre, et qui ont organisé ce voyage. Et vous y étiez avec votre frère Eudes. Et Stéphane Bern, qui était lancé à cette occasion-là. Oui, et puis on avait des réceptions tout à fait extraordinaires. Avec partout. Les bosserons, très bosserons, enfin très bruts de décoffrage. Oui, mais c'était... Ils avaient fait tout, et là aussi, on avait tout vu. Et c'était un peu sur ce modèle-là que j'ai calqué mes déplacements. Comment expliquez-vous cela, Monseigneur, que les Français et un bon nombre d'étrangers, à la simple évocation de votre nom, certes, je le répète, ils ne défraient pas la chronique, faut dire, les choses telles qu'elles sont, vous n'êtes pas présent sans cesse dans les médias. Et votre présence est plus douce. Plus douce, oui, c'est ça. Moins tonitruante. Et pourtant, comment expliquez-vous que l'idée royale, en France, étranger, évoque tant de choses et provoque tant d'émotions? J'ai vu des gens pleurer. Je crois qu'il y a 3 éléments. Quand vous voyez arriver.
Je crois qu'il y a les Français sont profondément monarchistes. Le cœur est monarchiste, la raison est parfois républicaine. Pour plusieurs raisons. La Révolution est passée par là, mais d'autres aspects. Je pense qu'il y a ce premier élément-là. Le deuxième, c'est que l'environnement immédiat ne rappelle que ça. Le patrimoine, l'histoire. Donc, quand on va quelque part, il y a toujours un lien qui se fait. Et ça, voilà. Et ça, c'est. Et puis une tradition familiale aussi qui a été toujours. Je vois mes grands-parents, c'était pareil. Mon grand-père a fait des déplacements un peu partout. Quand il est rentré d'exil, ma grand-mère s'arrêtait chez chacun et chacune. Il a fait tout un tour de France au retour d'exil, il faisait en 54, parce qu'il était frappé, peut-être que nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ne le savent pas, mais le début de la Troisième République a été marqué par une loi très cruelle, après la renonciation du comte de Chambord, une loi d'exil qui condamnait les familles de France à vivre à l'étranger. Et ça n'était aboli qu'en 1950. Le Portugal, et ça a été aboli. La Belgique. Et la Belgique aussi, cœur volant, en 1950. Et votre grand-père, à ce moment-là, a fait un grand tour de France pour renouer le lien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pilotait. Dans cette période-là où il y avait encore l'exil. Il pilotait les avions et il prévenait la presse 1 heure avant et il partait de Belgique avec son avion. Hop, il se posait à l'endroit où il avait convoqué les journalistes, il faisait sa conférence de presse, il reprenait son avion et hop, il repartait. Improvisé. Ben oui, pour ne pas se faire prendre. Ben oui, c'est ça. Pour finir, 2 petites choses qui vous paraissent plus incongrues, monseigneur. On m'a dit que vous avez chassé avec Valéry Giscard d'Estaing. Donc, est-ce que vous êtes chasseur ou écologiste? L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, j'attendais cette réponse. L'un n'empêche pas l'autre. Après, on voit la chasse souvent sous ces aspects, un peu paradoxaux, mais ou son aspect paradoxal. Mais en fait, les chasseurs sont les premiers quand ça se fait bien. Quand ça se fait bien, il y a toujours des excès. Mais pour reprendre le sketch des inconnus, entre le bon et le mauvais chasseur. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film qui vient de sortir, Chasse gardée, qui est assez amusant là-dessus. Mais quand c'est bien fait, et il y a beaucoup de fédérations où les gens sont sérieux, et même dans l'ensemble des fédérations sont plutôt sérieuses. Bon, il y a parfois à l'intérieur de chaque fédération des exceptions, mais bon, ça fait partie, il y en a partout. Et vous avez le temps de chasser, monseigneur ? Je prends un peu le temps, et puis pour moi c'est aussi un élément de voir l'environnement immédiat, faire partie des acas locales. Mais c'est vrai, pour revenir à Valéry Giscard d'Estaing, j'ai eu plusieurs occasions de le voir. Oui, vous avez invité oui, il m'avait invité dans la propriété de son épouse à l'Étoile. Et c'était quelques jours après l'accouchement de mon épouse, de Gaston. Et il avait été gentil comme tout, il avait fait un petit discours sur Gaston auprès de ses invités. Voilà, je crois qu'il était né là, il y a 2 jours avant. C'est dans la vallée de la Loire, j'imagine. C'est du côté de Vendôme, pas loin de Vendôme. Ouais, pas loin de Vendôme. Et alors, dernière je vais dire incongruité, je ne sais pas si c'est une incongruité, vous m'avez très gentiment, vous avez apporté un objet. Mais ça, c'est une R4 Gordini. Expliquez-moi, que fait cette R4 Gordini? Quand on était en Haute-Savoie, j'avais un professeur de sport qui arrivait dans la cour, pas quasiment de l'école, mais du parking, avec sa R4 à toute berzingue. Comme votre père avec ses BMW. Voilà, comme mais celle-ci au moins elle est française. Voilà, celle-là était française. Et puis, comme c'est une période qui m'a marqué, et puis que je suis quelqu'un d'assez sportif, et puis je regarde un peu toutes les activités sportives. Voilà, donc c'est un peu la manifestation de de cette période, je dirais très douce de notre vie en Haute-Savoie. Et puis voilà, le côté sportif où j'étais gardien de but de l'équipe du village. Au football alors. Au football, oui.
Parce que ça, c'était plutôt le football. Moi, je suis plutôt. Mais après, voilà, je fais un peu toutes sortes de sports, là ou aux États-Unis, collectifs ou individuels. Alors, monseigneur, acceptons de mettre l'avenir à l'enseigne de la simplicité, puisque c'est une valeur à laquelle vous tenez tant. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre simplicité. Et puis c'est vrai que vous évoquiez la question de la simplicité. C'est un peu la caractéristique des rois et des princes. Je vois tout à fait, par exemple, Hugues Capet qui chevauche avec ses compagnons et puis qui entend le tocsin qui annonce la messe et qui se déplace tout simplement pour y assister ou pour venir en aide à une personne. On l'a vu avec Saint-Martin. On multiplierait les anecdotes d'ailleurs des rois qui se sont comportés en plusieurs circonstances de façon très simple. Je vais me hasarder à raconter une anecdote que j'aime beaucoup, je dois dire. Louis XIV était jaloux de la laine espagnole, des mérinos. Et il a demandé que l'on fît venir en France des moutons mérinos. Louis XV, je crois. C'est Louis XV? Oui, je crois que c'est Louis XV, parce que c'est à Rambouillet. C'est à Rambouillet, alors vous n'en savez plus. Je suis très content que vous en sachiez plus que moi. Et j'espère qu'on parle de la même anecdote. Oui, je pense qu'on parle de la même chose. C'est une illustration de la simplicité, Monseigneur. Et finalement, je ne sais quelle escouade de bergers vont chercher les moutons. Des moutons en Espagne. Je ne sais pas si je ne vais pas vous laisser finir cette anecdote. Voilà, et je crois que le mouton, le groupe de moutons arrive et puis il y en a un qui fait ses besoins sur un des suivants et celui s'énerve et puis le roi lui dit vous inquiétez pas, laissez pisser. Le mérinos. Voilà, qui est devenu une expression et qui est un symbole de la simplicité des rois comme de la vôtre. Merci beaucoup, Monseigneur.